Bonjour à toutes et à tous et mes excuses car nous n'avons pas publié hier de vidéo d'actualité politique de la semaine. Mais c'est pour une bonne raison, c'est parce que ce dimanche, j'étais l'invité de Dimanche en politique Île-de-France et que du coup, c'est une vidéo d'actualité politique de la semaine avec la question du narcotrafic, la question de l'Ukraine. Et on a pensé avec l'équipe que ça serait plus intéressant pour vous peut-être d'avoir d'une certaine manière cette vidéo comme vidéo de la semaine. Je vous laisse la regarder et comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et je vous dis cette fois-ci pour de bon, à la semaine prochaine. Demain, les députés vont commencer les débats sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. On va en parler dans quelques instants avec notre invité, le député LFI de l'Essonne, Antoine Léaumont. Bonjour. Bonjour. Cette proposition de loi a été adoptée en février par le Sénat. Le sénateur de Paris, Francis Szpiner, est d'ailleurs avec nous pour en parler également, pour réagir à ce que vous allez nous dire sur cette loi. Et puis pour évoquer sa déclaration de candidature à la mairie de Paris, en tout cas à l'investiture des Républicains et des centristes. On le retrouvera dans quelques instants. On évoquera aussi la question des efforts, des dépenses militaires, comment les financer. Mais avant, donc, cette proposition de loi sur les narcotrafiquants. Elle prévoit la création d'un parquet anticriminalité, un peu sur le modèle du parquet antiterroriste. Elle prévoit aussi de mieux coordonner les services qui interviennent dans ce type d'affaires, de mieux lutter contre le blanchiment d'argent, refonte du statut de repenti également pour l'étendre aux auteurs de crimes de sang. Voilà pour ce texte qui, pour l'instant, a été un petit peu toiletté, même pas mal en commission des lois à l'Assemblée nationale. On y reviendra dans quelques instants. D'abord, cette version édulcorée, est-ce qu'elle vous satisfait ? Non, elle n'est pas satisfaisante parce que les éléments que je peux trouver positifs à l'intérieur de cette loi, comme le statut des repentis que vous avez évoqué, c'est-à-dire la possibilité pour certaines personnes de participer au travail de l'enquête et de la justice, pour obtenir des informations sur la criminalité organisée, ces mesures-là sont entourées de telles mesures liberticides que c'est pas entendable pour nous d'adopter ce texte. Par exemple, les fermetures administratives de commerces qui sont suspectés de faire du blanchiment. La suspicion en droit n'est pas une raison suffisante normalement de fermer un commerce. Et je dis qu'il y a des effets de bord qui sont très importants. C'est que si le commerce effectivement participe au blanchiment de l'argent de la drogue, les trafiquants vont avoir les moyens d'indemniser les personnes qui font ce commerce. En revanche, si jamais on ferme un commerce qui ne participait pas au blanchiment de l'argent de la drogue, c'est-à-dire qu'on va fermer un commerce et mettre quelqu'un dans des difficultés financières. Même chose sur les ruptures de bail, c'est-à-dire de contrats de location qui sont sur la base de la suspicion. Admettons qu'une personne serait suspectée de participer au trafic de stupéfiants, eh bien on pourrait rompre le bail de l'ensemble de la famille qui serait ainsi mise à la rue, alors même qu'on serait encore une fois que sur de la suspicion. Ce sont des lignes rouges. Ce sont des lignes rouges. On a fait retirer un certain nombre de choses du texte qui étaient assez problématiques et qui même... Le fameux dossier coffre. Le dossier coffre a été retiré. Qui permettait de stocker dans un fichier inaccessible aux avocats des narcotrafiquants des données d'enquête. Ouais, il y a aussi des éléments qu'on a fait retirer et qui, pour le coup, m'inquiètent beaucoup parce qu'il était question de mettre des backdoors dans les portes dérobées. C'est ça, des portes dérobées dans les conversations privées. C'est-à-dire, pour expliquer très concrètement à vos téléspectateurs, une communication avec un téléphone A qui passerait ensuite à un téléphone B, un peu comme une enveloppe, si on veut faire quelque chose qui est plus facilement compréhensible, eh bien, il y aurait quelqu'un qui pourrait surveiller le contenu des enveloppes un petit peu en permanence. Sauf donc que sur les messageries cryptées. Sur les messageries cryptées. Sauf que ça pose deux grands problèmes. Enfin, ça pose trois grands problèmes. Il y a le problème de la liberté, c'est-à-dire la liberté des communications entre nous. Il y a le problème de l'ingérence étrangère, parce qu'à partir du moment où vous rajoutez une porte extérieure, vous rajoutez un risque de surveillance des conversations, et ça peut concerner des sénateurs, des députés, des membres du gouvernement, donc c'est un problème qui peut être posé. Et puis enfin, surtout, c'est nul pour lutter contre le narcotrafic. Parce que font les narcotrafiquants précisément ? Ils essayent d'obtenir des moyens de communication qui sont ultra sécurisés. Et c'est ce qu'ont montré d'ailleurs un certain nombre de dossiers, comme EncroChat, SkyECC, Matrix, qui sont des noms un petit peu complexes, mais qui ont été des dossiers décryptés, notamment par exemple par la gendarmerie nationale, et qui ont montré que les trafiquants utilisaient des messageries ultra sécurisées. Mais justement, alors, on y reviendra peut-être sur EncroChat dans quelques instants. J'aimerais qu'on écoute d'abord Céline Berton, c'est la directrice générale de la DGSI. Elle était l'invitée de France Info mercredi matin et elle répondait notamment sur ce toilettage de la proposition de loi visant à lutter contre les narcotrafics et en particulier donc le retrait de cet article 8R sur les portes dérobées. On l'écoute. Ce que nous avons besoin de mettre en œuvre aujourd'hui en France, c'est ni plus ni moins pour les messageries chiffrées, ce qui est autorisé aujourd'hui pour les communications téléphoniques classiques. Mais vous entendez l'argument inverse, c'est si on ouvre ça donc aux messageries cryptées comme WhatsApp, c'est la surveillance généralisée.
Mais aujourd'hui, en interception de sécurité, on ne fait pas de la surveillance généralisée. Pourquoi ferait-on de la surveillance généralisée sur les messages chiffrés ? Nous demandons ni plus ni moins la même chose, c'est-à-dire un dispositif qui donne lieu à autorisation, qui soit ciblé sur des individus que nous avons légitimité à contrôler, à surveiller, que ce soit contrôlé par une autorité administrative indépendante et que ce soit surtout très limité dans le temps. Un contrôle limité dans le temps et selon Céline Berthon, il s'agit de permettre de faire sur les messageries cryptées ce qui se fait aujourd'hui sur les conversations téléphoniques. J'entends les arguments, sauf que je dis que c'est inefficace pour lutter contre le narcotrafic. L'objet de la proposition de loi, c'est sortir la France du piège du narcotrafic. Le problème, c'est pas forcément une loi liberticide, là, en l'occurrence. Ce sont les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a un problème de liberté qui est posé, parce qu'une fois qu'on l'a dit pour le narcotrafic, eh bien, je pourrais très bien décider de modifier la loi qui est prise pour dire que finalement, on va aller sur d'autres objets. Et sur des objets qui, par exemple, ont visé récemment des députés de la France Insoumise. Et que donc, à l'issue, eh bien, une force politique qui ne serait pas la même que celle d'aujourd'hui pourrait décider d'écouter les conversations politiques, des conversations des opposants politiques. Donc ça, c'est le problème qui est posé sur les libertés. Mais surtout, c'est inefficace. Moi, je me bats pour l'efficacité dans la lutte contre le narcotrafic. C'est inefficace parce que les trafiquants ont besoin d'utiliser des réseaux dont ils savent qu'ils sont sécurisés. Si on dit aux trafiquants, attention, on va mettre des portes dérobées dans tous les... Bah, évidemment. Donc, où est-ce qu'on va récupérer les informations ? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Antosha, c'était un exemple. Il s'agit de ces portables cryptés que les gendarmes français ont réussi à infiltrer. Tout à fait. Ils ont eu accès aux conversations non chiffrées en temps réel d'environ 60 000 utilisateurs. C'est ça. Eh bien moi, je félicite la gendarmerie nationale d'avoir réussi à décrypter ce réseau-là. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, on a obtenu des dizaines, des centaines, des milliers d'informations et où on a pu comprendre comment fonctionnait au niveau global la criminalité organisée. C'est comme cela qu'il faut faire et pour ça, il faut renforcer les moyens d'enquête et il faut renforcer les moyens technique, mais pas faire n'importe quoi avec les libertés publiques. Et il faut légaliser, c'est ce que vous proposez. Alors ça, c'est encore une autre mesure possible. Et je dis à nos téléspectateurs, je sais que la légalisation est un sujet qui fait débat, mais ça a plusieurs avantages. Le premier de tous les avantages que ça fait, c'est de sortir une masse financière considérable des mains des trafiquants. Ensuite, la deuxième chose que cela permet, c'est de faire de la prévention. Si on compte sur les dealers pour faire de la prévention en matière de trafic de stupéfiants, je pense qu'on se trompe clairement de personnes pour faire de la prévention. Par ailleurs, et je voudrais mettre en pièce une idée qui nous est souvent opposée. On nous dit, si vous légalisez le cannabis, vous allez faciliter le passage à d'autres drogues. Pardon, mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que les trafiquants vendent du cannabis. Le cannabis est vendu environ 10 euros le gramme, mais ils vendent aussi de la cocaïne. Et la cocaïne, elle est vendue 60 euros le gramme et elle crée beaucoup plus d'addiction. Donc, que font les dealers ? Ils font des offres promotionnelles pour justement vous faire passer du cannabis à la cocaïne parce qu'ils y ont plus intérêt. Eh bien, si on faisait des magasins d'État, et je dis bien d'État, pour vendre du cannabis. Votre idée, c'est que l'État contrôle. Moi, c'est un État qui contrôle la production, qui contrôle la vente et qui fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État précisément pour faire de la prévention. Et je dis une dernière chose, c'est que les forces de police, de gendarmerie, de justice sont énormément mobilisées dans la lutte contre le cannabis spécifiquement. Eh bien, utilisons ces forces de police, de gendarmerie et de justice pour lutter contre le haut du spectre, pour lutter contre la cocaïne, pour lutter contre l'ecstasy. Et là, je pense qu'on pourra sortir la France du piège du narcotrafic. Alors, nous sommes en direct avec le sénateur de Paris, Francis Szpiner. Bonjour, sénateur. Vous faites partie donc de ces sénateurs qui ont voté la loi sur les narcotrafiquants. Il faut dire qu'elle a été votée à l'unanimité au Sénat, même par la gauche. Elle a été votée à l'unanimité par les communistes, par les socialistes, par les écologistes et toutes les formations de droite, ce qui prouve que nous n'avons pas forcément la même impression de menace sur les libertés. Je pense que le parlementaire qui est présent ici ne fera pas grief à ses amis de gauche d'avoir été ignorant des possibles atteintes aux libertés. Mais quand on entend Antoine Léaumont dire que, par exemple, il faut renforcer plutôt les moyens pour les enquêtes et peut-être aussi légaliser le cannabis de façon à alléger les services d'enquête pour se concentrer sur le trafic de cocaïne, d'héroïne, etc., qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, je vais répondre si on peut sortir des postures avec des questions très précises. Vous voulez légaliser le cannabis ? Quel est le taux de THC que l'État sera autorisé à vendre dans le cannabis ? Ça, c'est une question. Attendez. Laissez continuer, M. Szpiner. Parce que si vous voulez, tous les trafiquants sont partisans de la légalisation. Parce qu'ils savent qu'en réalité, l'État ne pourra pas fournir des produits stupéfiants avec une certaine puissance. Et donc, vous allez permettre à des gens de goûter
au cannabis et ensuite ils iront chercher chez les trafiquants des drogues qui seront plus fortes et à plus forte dose. En Hollande, on a un cannabis légalisé. Est-ce que ça a arrêté pour autant le trafic? C'est un des pays où les narcotrafics sont les plus puissants. Donc venir dire que... l'État en Hollande. Mais alors pour répondre très spécifiquement à la question qui est posée, moi, mon modèle, c'est pas le modèle hollandais dont il a fait la démonstration de son inefficacité. Le modèle que je propose, c'est le modèle québécois qui, lui, a une meilleure efficacité. Il s'agit de magasins d'État, effectivement, avec la Société québécoise de vente du cannabis qui vend dans des boutiques spécialisées. Et précisément, vous avez raison, Monsieur Spinner, sur un point, c'est que pour être compétitif par rapport au marché noir, eh bien, il y a une série d'éléments. C'est pour ça que je dis qu'une légalisation réussie n'est pas facile. C'est pas la solution de facilité. Bien au contraire, c'est une solution qui est extrêmement ambitieuse de légaliser le cannabis. Pourquoi? Parce qu'il faut être compétitif sur le prix. Vous l'avez dit, sur le taux de THC, sans être sur des taux qui sont des taux qui peuvent être dangereux pour la santé. Mais je vois qu'on a réussi à le faire pour l'alcool, par exemple, en mettant des taux d'alcool où justement on essaye d'informer les citoyens au moins sur ça. Et puis, il y a un dernier élément qui n'est presque jamais évoqué, c'est qu'il faut du commerce de proximité. Parce que si vous ne faites pas du commerce de proximité sur ça, les gens préféreront aller dans le point de deal qui est à côté de chez eux. Et précisément, faire une légalisation réussie, ça peut vous paraître une manière de faire qui n'est pas efficace, mais dans les pays dans lesquels ça a été mis en place, ce qu'on a constaté, c'est d'abord une petite hausse, c'est vrai, il ne faut pas le nier, une petite hausse de la consommation de cannabis, qui peut être à la fois due à une sous-déclaration préalable et une déclaration, aux personnes qui voulaient essayer, qui se mettent à essayer, et justement, c'est pour ça qu'il faut faire de la prévention. Mais ce qu'on constate, c'est que, par exemple, dans l'exemple québécois, il y a désormais une baisse de la consommation de cannabis. Eh bien, moi, c'est ça l'objectif que je vise avec cette légalisation du cannabis. Francis Spinner. Non, je vois que vous ne répondez pas sur le taux de THC. Si, 15%, moi je pense que c'est un taux de THC qui est... Ah d'accord. Alors ensuite, il y a un problème de santé publique, parce que vous savez que le cannabis est un produit dangereux. Lorsqu'on parle de drogue douce, c'est une illusion. Le nombre de jeunes gens qui commencent à prendre des produits stupéfiants à partir de 15-16 ans, et vous leur expliquerez que c'est légal, et vous aurez du mal ensuite à leur expliquer pourquoi à 15% c'est pas grave pour la santé, mais à 20% ça le serait. Et ça fabrique des gens qui deviennent schizoïdes. Le nombre de problèmes d'agression, où lorsque vous ouvrez votre journal, vous regardez votre télévision, on vous dit il y avait des problèmes psychiatriques, il y a évidemment un problème de santé publique derrière la drogue, et donc la légalisation, pardonnez-moi, n'est pas un bon signe envoyé sur le plan de la santé publique. Alors, très rapidement, comme ça on conclut sur le sujet. Je ne pense pas que la légalisation soit un mauvais signal envoyé sur le plan de la santé publique, et je partage les arguments que vous avez donnés. C'est-à-dire que la consommation de cannabis avant l'âge de 25 ans, pas seulement avant l'âge de 18 ans, mais avant l'âge de 25 ans, on le sait, les enquêtes scientifiques le disent, peuvent poser des problèmes sur le plan du développement. Au moins de 25, non, ce n'est pas comme ça que je pense qu'il faut faire. Je pense qu'il faut interdire au moins de 18 ans, ça c'est une certitude. Mais je pense surtout qu'il faut faire dans ces magasins de la prévention, parce que ça n'est pas vrai que les dealers vont faire de la prévention sur la consommation de cannabis. Bien au contraire, ils ont un intérêt à vendre. Donc, qui va faire de la prévention dans les lieux de vente, à part l'État, si jamais on accepte que l'État le fasse? Et précisément, la règle de la non-vente en dessous de 18 ans, c'est la même que celle qu'on applique pour l'alcool. Merci beaucoup, Francis Spinner, d'être intervenu dans Dimanche en politique, et bon dimanche à vous. En parlant de politique, Antoine Léaumont, le Parti socialiste est en campagne interne. Il y a déjà de nombreuses candidatures. Olivier Faure, et face à lui, Boris Ballot, Philippe Brun, Nicolas Mayer-Rossignol. Il y a aussi eu l'appel du maire de Saint-Ouen, Karim Bouhamran. Il y a souvent quand même un discours qui revient, c'est celui du discours anti-LFI. Boris Ballot, LFI nous a quittés et nous avons quitté LFI. C'en est clairement fini du NFP. Moi, je regrette que les socialistes, à l'issue de 2 séquences électorales entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024, dans lesquelles nous avons été capables de construire un programme commun et une proposition pour gouverner notre pays, décident ainsi de nous mettre à l'écart. Je comprends que leur objectif, c'est que, compte tenu du fait qu'ils sont au pouvoir dans un certain nombre de municipalités, et alors que nous leur avons tendu la main à l'issue de l'élection présidentielle de 2022, ils ne sont pas prêts, de toute évidence, à intégrer... Vous les avez pas mis à l'écart lors du non-vote de la censure en janvier dernier ? C'est plutôt eux qui se sont mis à l'écart, compte tenu du fait que ce sont eux qui seuls n'ont pas voté la censure à l'intérieur de la gauche. Et on voit aujourd'hui que les décisions qui ont été celles des socialistes
permettent au gouvernement de faire ce budget qui est un budget d'austérité qui va frapper les factures d'électricité des Français, par exemple. Si aujourd'hui, on a des difficultés dans l'école et dans les zones rurales, notamment, les écoles sont en train les classes sont en train de fermer dans un certain nombre d'endroits. Si on a des difficultés dans la santé, si on a des difficultés, y compris sur les factures d'électricité, tout ça vient des décisions qui ont été prises au moment du non-vote du budget, du 49.3 sur le budget. Et nous avions décidé de censurer. Ça veut dire que les prochaines municipales, vous allez partir... tout seul, écoutez, on ne sait pas, mais en tout cas sans le PS. Moi, je suis quelqu'un qui reste toujours optimiste sur, y compris les capacités des uns et des autres. Vous ne fermez pas la porte à un nouveau Front populaire. Moi, ce qui compte, c'est la rupture. Avec le PS. Ce qui compte, c'est la rupture avec des politiques économiques qui ont mis à l'écart une partie des populations dans les villes. Et je ne suis pas d'accord pour que le Parti socialiste puisse décider seul, contre l'avis de l'ensemble du nouveau Front populaire, par exemple, de laisser passer des budgets qui vont ensuite impacter les municipalités. Parce que s'il y a des réductions dans les municipalités sur les budgets, c'est précisément parce que le budget de l'État est réduit aussi. Donc on ne peut pas, au national, prendre des décisions et au local, faire des choses différentes. Moi, je souhaite qu'il y ait des socialistes, il y en a d'ailleurs un certain nombre, qui soient dans des logiques de rupture, y compris avec les décisions qui ont été prises au moment du vote sur le budget. Avec ceci, je pense qu'on pourra travailler. Des investissements supplémentaires pour l'armée française. Je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, on ne va pas passer le sujet. Comment financer l'effort militaire ? C'est un petit peu la question qui se pose actuellement. Alors, on n'irait pas vers un fléchage des produits des livrets d'épargne, mais on pourrait imaginer de recourir tout de même à l'épargne, soit vers un livret spécial. Il y a aussi cette idée d'emprunt national. Mais Bercy privilégierait plutôt l'assurance vie et l'épargne retraite, dont une partie pourrait être dirigée vers le financement de la défense. Ce sont de bonnes pistes ou pas ? Mais il y a quelque chose qui m'étonne, c'est qu'on ne semble jamais demander de compte aux plus riches dans notre pays. Sur rien, jamais, nulle part, même quand il s'agit de faire l'effort de guerre. Or, précisément, quand on a mis en place l'impôt sur le revenu en 1900, dans la Première Guerre mondiale, c'était précisément pour financer l'effort de guerre et pour mettre davantage à contribution les plus riches. Oui, il est toujours là, mais précisément, il est dégressif pour les plus riches. Et c'est ça le problème qui est posé au financement de notre économie et au financement de notre État. Il est très dégressif pour les personnes. Grâce au système de défiscalisation. Tout à fait. Mais c'est précisément ça. Sans ça, il n'est pas dégressif. Bien sûr, mais c'est précisément ça. C'est précisément ça le problème. C'est que l'immense majorité de notre population a l'impression, justifiée, que l'impôt pèse essentiellement sur eux. Et les plus riches de notre pays, ceux qui sont dans les 0,01% les plus riches, ceux-là, ils ont un impôt qui est dégressif. C'est-à-dire qu'ils vont payer moins d'impôts au pourcentage de leurs revenus que ceux qui sont juste avant eux dans l'échelle sociale. Dans l'idée, financer, augmenter les dépenses militaires pour se protéger... d'une menace à l'avenir, est-ce que vous êtes... Le général de Gaulle a décidé de mettre en place la dissuasion nucléaire. On a décidé, nous, les Français, de mettre en place cette dissuasion nucléaire et c'est précisément ça qui assure notre sécurité. Nous, la logique... suffit pas, on voit bien. Là, je ne sais pas pour l'instant, est-ce qu'on a été attaqué avec quelqu'un qui nous aurait attaqué, nous, la France ? A priori, ça a l'air plutôt efficace, cette dissuasion nucléaire, pour l'instant. Donc, cette dissuasion nucléaire, elle dit une chose. Elle dit, si vous nous touchez, nous vous frappons dans une telle mesure que vous n'êtes plus en capacité derrière de riposter. C'est une arme posthume, l'arme nucléaire. Mais c'est la défense que nous avons choisie jusqu'alors. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, si nous voulons changer de politique de défense, c'est peut-être déjà en débattre devant le Parlement, ça pourrait être une chose, de débattre des politiques de défense devant le Parlement et d'essayer de déterminer collectivement ce que nous voulons en politique de défense. Mais la question qui est posée, c'est celle des besoins. Avons-nous des besoins de financement supplémentaires de l'armée ? Le ministre de la Défense dit oui. Très bien, si nous avons des besoins supplémentaires de financement de l'armée, où ça ? Pour faire quoi ? Et qui doit être mis à contribution ? C'est ça la question qui est posée. Qui doit être mis à la contribution ? Il faudra des réformes, des choix, du courage. Oui, ça, c'est ce que disait Emmanuel Macron. Et là, on a le président du Conseil d'orientation des retraites, Gilbert Sette, qui estime que l'entrée plus ou moins dans une économie de guerre rendra secondaire, sinon dérisoire, les débats actuels sur l'âge de légal de départ à 64 ans. Et qu'il faudra aller plus loin. Oui, mais on retrouve, comme dans chaque période de ce type-là, qui doit payer pour faire des efforts ? Qui doit payer, y compris pour faire des efforts de guerre s'il le fallait ? Moi, je considère que c'est aujourd'hui aux plus riches de notre pays de faire un effort. Parce que l'effort jusqu'à présent... spécial, par exemple. On a déjà... Mais par exemple, oui, ça peut être une possibilité de faire un impôt spécial. Je veux dire, le CAC 40, par exemple, ils ont augmenté les dividendes de 8,5% l'année dernière, alors même que les bénéfices du CAC 40 étaient en baisse de 16 milliards d'euros. Ils augmentent les dividendes, ils augmentent l'argent versé à quelques personnes, alors que leurs bénéfices sont en baisse. Pourquoi ? 96% des dividendes de notre pays sont captés par 1% de la population.
Est-ce que c'est normal? Et pourquoi ne leur demande-t-on jamais des efforts? Les dividendes l'année dernière, c'était 72 milliards d'euros. N'y a-t-il pas là une somme d'argent considérable qui permettrait de financer en partie, on dit l'effort de guerre, mais personnellement, je préférerais qu'on finance une économie de paix. Je préférerais qu'on mette de l'argent dans les services publics. Que nous disent les gens quand on fait des déplacements? Ils disent, on a besoin de médecins, on a besoin d'éducateurs dans les écoles, on a besoin de services publics. C'est ça d'abord dont on a besoin dans notre pays. Et financer un effort de guerre, si guerre il devait y avoir, je pense que les Français y sont prêts. Mais moi j'aimerais qu'une fois de temps en temps, on demande un effort à ceux qui se gavent, ceux qui s'en mettent plein les poches, ceux qui refusent toujours par égoïsme de partager avec les autres. Et je pense que nos compatriotes commencent à en avoir, si je peux oser, un petit peu ras-le-bol. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on va terminer cet entretien. Merci beaucoup Antoine Léaumont d'être venu sur notre plateau.